Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mercredi 14 septembre, 2 tués et 6 blessés sur l'autoroute A9. Une collision impliquant 2 camions et plusieurs voitures s'est produite en début d'après-midi. Bouger autrement, c'est le slogan de la 10e semaine de la mobilité qui démarre vendredi. Illustration en Languedoc-Roussillon avec l'association Lunel à vélo. Puis Montpellier, capitale de la gymnastique rythmique, les 31e mondiaux de GRS se déroulent à l'Arena la semaine prochaine. Et pour finir, nous ferons un tour au pavillon populaire à Montpellier où l'exposition du photographe Brassailles a déjà attiré près de 25 000 visiteurs. L'autoroute A9, une nouvelle fois mortelle. En début d'après-midi, un camion a traversé le terre-plein central, balayant une voiture avant de percuter un second poids lourd. Le carambolage a coûté la vie à 2 personnes et en a blessé 6 autres, dont 3 très grièvement. Les détails de l'accident dans quelques instants. Attention, l'autoroute A9 est encore coupée actuellement entre Agde et Sète, dans les sens Béziers-Montpellier, donc il est très difficile de circuler actuellement dans ce secteur. On y revient dans quelques instants avec un sujet de Jean Brun. Le recteur et le directeur du Crous faisaient ce matin le traditionnel point sur la rentrée universitaire avec un point noir, la précarité. Dans l'académie de Montpellier, un étudiant sur 3 est boursier, soit près de 30 000 jeunes en difficulté. C'est 8 000 de plus qu'il y a 4 ans. Les universités de Montpellier qui sont en pleine course à l'excellence. Au mois de mars, le projet des 3 facs montpelliéraines pour l'IDEX, l'initiative d'excellence, avait été recalé. Et la semaine prochaine, ce sont les universités Montpellier 1 et 2 qui présenteront un nouveau dossier sans la fac Paul Valéry. Ce matin, le recteur est revenu sur le projet. La concurrence sera difficile. Il faudra en particulier prouver qu'en termes de gouvernance, c'est-à-dire en termes de proposer une évolution des structures permettant de garantir que les engagements que l'on prend en matière d'IDEX seront tenus. Et là, il faudra que le projet montpelliérain, qui se termine dans son élaboration, puisque c'est la semaine prochaine qu'il devra être remis, il faudra que les acteurs universitaires sachent convaincre le jury. Et je rappelle que ces initiatives d'excellence lancées par le gouvernement visent à faire émerger des pôles d'enseignement de rang mondial. Montpellier pourrait alors toucher 700 millions d'euros si son projet est retenu. Une quinzaine de parents d'élèves, enseignants et élus de l'ODEV ont manifesté devant l'inspection d'académie en début d'après-midi. Les membres du conseil d'administration du collège Paul Dardet ont symboliquement remis une démission collective à l'inspecteur. Ils protestaient contre une surcharge de travail à tous les niveaux. On écoute une enseignante à ce sujet. Nous avons demandé un entretien, un rendez-vous pour en fait demander une ouverture de classe en 6e, une ouverture de classe en 4e, un conseiller pédagogique d'éducation supplémentaire parce qu'il n'arrive plus à gérer la surpopulation du collège qui a des conséquences en termes d'incivilité et de dangerosité, et également un poste de secrétaire à temps plein parce qu'il n'a qu'un mi-temps et il est également incapable de gérer l'établissement correctement, enfin de répondre à ses devoirs de secrétaire. Et cet après-midi, une délégation a été reçue par l'inspecteur d'académie qui a proposé des heures supplémentaires pour certains enseignants afin de dédoubler des classes sur certaines matières. De nouvelles actions pourraient avoir lieu au collège Paul Dardet dès lundi puisque les enseignants, le conseil d'administration estime que leurs revendications n'ont pas été satisfaites. Attention, la justice des mineurs est une justice à part entière. Aujourd'hui, face à la réforme annoncée des tribunaux pour enfants, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature et le syndicat SFU tiraient la sonnette d'alarme à Nîmes. Pour eux, le risque de jugement plus rapide et plus sévère des adolescents est réel, d'autant plus qu'un établissement provisoire de placement et d'orientation doit ouvrir ses portes à Nîmes le 1er décembre. On écoute un magistrat en colère. On apprend là par voie donc de presse qu'il va y avoir une transformation qui n'est pas encore actée par la loi, que le centre éducatif fermé va devenir un EPEO. Ça semble tout à fait nouveau. L'idée serait donc en 8 jours de réaliser le travail que habituellement on met 3 à 6 mois donc à faire. Il y a donc centre éducatif fermé, une équipe qui fonctionne même s'il y a des difficultés, et là donc du jour au lendemain on transforme ça, on ne sait pas comment, donc rien que par rapport à ça, à cette absence complète de concertation, on ne voit pas comment les choses vont aller dans le bon sens. Et puis après faire des effets d'annonce, c'est-à-dire dire qu'en 8 jours on va faire ce qu'on arrive difficilement à faire en 3 ou 6 mois, bon je veux bien, mais après c'est que des effets d'annonce quoi. Et je vous le disais, en début de journal, 2 personnes ont été tuées et 6 autres blessées, dont 3 très grièvement aujourd'hui sur l'autoroute A9. Une collision impliquant 2 camions et plusieurs voitures s'est produite en début d'après-midi. Voyez le reportage de Jean Brun.
Il est 13h à hauteur de Loupian sur l'autoroute A9 lorsqu'un des pneus de ce camion italien éclate. Le chauffeur, qui roule dans le sens Montpellier-Béziers, est en train de doubler. Le camion chargé de concentré de tomates défonce alors les glissières de sécurité. Il a perdu le contrôle de son véhicule pour venir en sens inverse, se coucher en voie opposée et percuter un autre véhicule poids lourd. À cette heure-ci, le trafic est relativement fluide sur la 9, mais 3 autres véhicules particuliers ne peuvent éviter la collision. Dans l'un d'entre eux, originaire de Hollande, le conducteur est gravement blessé. Sa passagère décède dans l'accident. Ça roulait pas vite, hein. Il y avait vachement d'espace entre les véhicules. Ça roulait tranquille et c'est le véhicule qui est arrivé d'en face qui a tout chamboulé. Arrivés rapidement sur place, les secours évacuent les blessés graves en hélicoptère sur les hôpitaux de Sète et Montpellier. Le bilan est de 2 personnes décédées, le conducteur poids lourd d'origine roumaine ainsi qu'une conductrice d'une VL monospace. Ensuite, il y a eu 2 rotations hélico. La première concernait une conductrice qui était polytraumatisée. La deuxième qui va partir est le conducteur du deuxième poids lourd qu'il a fallu désincarcérer pendant plus de 2 heures à peu près, qui est dans un état très grave. Au final, le bilan est lourd, avec 2 morts et 6 blessés, dont 3 graves. Encombrés de déchets et des carcasses des véhicules, rendus extrêmement glissantes par le concentré de tomates du camion italien, l'autoroute est restée fermée de longues heures dans le sens Béziers-Montpellier. Et attention, l'autoroute A9 est encore fermée actuellement entre Agde et Sète en direction d'Orange. La situation reste donc très difficile au niveau de la circulation. Pour plus d'informations, consultez le site www.asf.fr. La semaine européenne de la mobilité démarre demain. Le slogan de cette 2e édition, bouger autrement. Dans notre région, c'est aussi le mot d'ordre de l'association Lunel à vélo. Pour ses adhérents en ville, mieux vaut laisser la voiture au garage et se déplacer à bicyclette. Illustration avec Franck Chassagnon. Pour Marie, c'est devenu un réflexe depuis plusieurs années, prendre sa bicyclette plutôt que sa voiture. Quelques tours de pédale plus tard, en moins de 10 minutes, en empruntant les chemins de traverse, elle se retrouve au cœur de la ville de Lunel. Pas besoin de chercher une place de parking, la voici en piste, prête à faire ses courses. On a fait un peu l'expérience avec mon mari une fois, partant de la maison jusqu'à la médiathèque de Lunel. Donc on habite dans le nord de Lunel, on est allé dans la partie sud. On a traversé tous les deux de porte à porte la ville, donc j'ai gagné en vélo. Puisque moi je suis arrivée, j'ai pu garer mon vélo sur le rack à vélo, je suis arrivée bien avant lui, qui le pauvre a emprunté les grandes routes et puis a dû trouver une place de parking. Créée en 2008, l'association Lunel à vélo est aujourd'hui devenue une grande famille. Fort de ses 120 membres, Lunel à vélo veut aujourd'hui aller plus loin, interpeller encore et encore les collectivités pour que le 2 roues puisse se faire une petite place dans le trafic urbain. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont encore sur des schémas anciens, tout simplement, pas de mauvaise foi, hein, justement, et c'est bien là qu'est le problème. Ils sont sur des schémas d'il y a 20-30 ans où le tout-voiture était omniprésent partout. Je pense que les temps ont radicalement changé et qu'on va vers des situations de plus en plus compliquées et conflictuelles et qu'il faut à tout prix anticiper. Et je pense que la pratique du vélo urbain en est une. Faire ses courses à bicyclette, un gain de temps, une philosophie, une action écologique, tout en faisant un peu de sport. Sur le papier, c'est bien, mais en réalité, le chemin reste sinueux. À Lunel, les pistes cyclables restent pour l'instant à l'état embryonnaire. Pourtant, dans nos régions où le soleil est généreux, il paraît qu'une fois qu'on a goûté au vélo, la 4 roues reste bien volontiers au garage. Et samedi dès 10h, l'association Lunel à vélo proposera des initiations et des animations en centre-ville. 400 gymnastes de plus de 50 pays seront en compétition à l'Arena dès lundi prochain. Le 31e mondial de gymnastique rythmique se tient du 19 au 25 septembre à l'Arena de Montpellier. Un événement qualificatif pour les JO de Londres en 2012. C'est la 3e fois que la France organise l'événement depuis 1983. La toute première fois pour Montpellier. Et pour les gymnastes, concourir à domicile, c'est forcément un atout, comme l'explique l'ancienne championne de GRS originaire du Gard, Eva Serrano.
Organiser un championnat du monde en France, ça donne toujours un essor à la discipline. Et puis pour l'activité, pour les athlètes françaises qui vont participer à ce championnat du monde, c'est un soutien particulier avec un public qui leur est dédié complètement. Et d'autant plus que ce championnat du monde a une importance particulière puisqu'il est qualificatif pour les Jeux Olympiques de Londres. Donc voilà, c'est une aide supplémentaire pour elle qui va être loin d'être négligeable. Et demain, nous reviendrons sur ces championnats du monde avec un portrait de l'équipe de France de gymnastique rythmique et sportive. Montpellier, ville sportive, donc elle pourrait même accueillir un contre-la-montre dans le centre-ville lors de la 100e édition du Tour de France. Ce sera en 2014, mais pour cette édition anniversaire de la Grande Boucle, tout doit être finalisé avant la fin de cette année. On y reviendra bien entendu très vite. Et en rugby, les Montpelliérains François Trinduc et Fulgence Ouedraogo seront alignés face au Canada avec les Bleus dimanche. Le capitaine du MHR qui n'avait pas joué le premier match de cette Coupe du Monde contre le Japon. Privé de ses internationaux pour cause de Coupe du Monde, donc le MHR peine en ce début de saison. L'infirmerie des rugbyman montpelliérains se remplit petit à petit. Après Benoît Payoc, c'est Julien Thomas qui est maintenant indisponible pour 5 semaines. L'avant-dernier du top 14 se retrouve donc privé de meneur juste avant d'aller affronter Perpignan vendredi. Olivier Brachard assistait à l'entraînement d'une équipe en quête de repères. Regardez. Petite lucarne d'espoir pour le MHR, la deuxième mi-temps ce week-end face au Stade Français. Menés 19-9, les Montpelliérains ont su trouver les ressources pour égaliser et engranger leurs 2 premiers points de la saison. Vendredi, c'est le derby face à Perpignan, un deuxième déplacement d'affilée où le staff espère revoir le même investissement de la part des joueurs que lors des 30 dernières minutes à Paris. Je crois que si on se dit qu'on a une évolution de comportement dans l'engagement physique, dans le combat, dans le don de soi, après peut-être on peut avoir une bonne surprise, mais je crois que même un bonus défensif à Perpignan serait le bienvenu. En plus, bien sûr, quoi. Mais à l'état actuel des choses, on a besoin de se rassurer sur des choses simples. Des choses simples, comme la conquête ou la défense. Après, le reste devrait suivre. Montpellier est encore en rodage. Parmi les titulaires du moment, de nouveaux joueurs qui n'ont pas encore totalement assimilé le plan de jeu. Des automatismes restent également à trouver. Et c'est encore plus vrai pour le jeune demi-mêlée Eric Escande qui ne s'attendait pas en début de saison à être titularisé. Il le sera face à Perpignan. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer au niveau du plan de jeu dans le système de jeu de Montpellier. Puis au fur et à mesure, j'ai avec Julien Thomas qui m'a beaucoup aidé. Il m'a bien orienté et je commence à bien me sentir dans le groupe. À la blessure de Benoît Payoc s'ajoute celle de Julien Thomas. 4 semaines durant lesquelles Escande dirigera la mêlée. Il a déjà marqué des points, c'est lui qui a inscrit l'essai de l'égalisation face au Stade Français. Et pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les clichés du photographe Brassailles en Amérique. Une 50aine d'images colorées ou en noir et blanc actuellement exposées au pavillon populaire de Montpellier. La visite guidée par Antoine Moutot et Alexandre Clabot. Brassailles en Amérique, l'histoire d'un artiste européen parti à la découverte des États-Unis. Lors d'un voyage en 1957, le photographe français d'origine hongroise tombe littéralement sous le charme. Il découvre les États-Unis avec une gourmandise d'enfant. Il est saisi par le dynamisme, par la vie, par une Amérique qui vit un véritable âge d'or. La fin des années 50, le début des années 60, c'est le moment où l'Amérique s'éveille à la modernité avec une gourmandise. C'est le moment aussi où la société de consommation émerge. Et lui qui vient de France, du vieux continent, qui n'est pas encore entré complètement dans cette modernité, il reste fasciné, subjugué. D'où ce pétillement des couleurs, des formes. On sent très bien le côté amusé. Brassailles se rend d'abord à New York avant de rejoindre la Nouvelle-Orléans. Dans les deux villes, l'une symbole de la modernité, l'autre aux accents français plus anciens, l'artiste s'efforce de donner une image la plus éloignée possible des habituelles cartes postales. Au-delà des clichés de l'Amérique qu'on peut voir dans certaines photographies, eh bien on voit aussi des scènes de la vie quotidienne, du linge pendu aux fenêtres sur des balcons, on voit des cages d'escalier, on voit des skyscrapers en construction, on voit les docks avec l'activité des machines. Il aura fallu attendre 54 ans pour que les clichés de Brassailles en Amérique soient présentés au public. La collection exposée au pavillon populaire est d'autant plus exceptionnelle qu'elle présente des photographies en couleur, une grande première pour l'artiste et un plaisir des yeux assuré pour le visiteur.
Et près de 25 000 visiteurs ont déjà vu l'exposition Brassailles et elle se termine le 30 octobre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30, puis à 19h30 pour les éditions de Nîmes et Montpellier. Très belle soirée à tous sur TV Sud.